SOS Immobilier, bonjour. Oui. Et oui, je suis au courant. Oui, ils ont augmenté les impôts. C'est pour ça que le nu n'était pas vraiment recommandé. Et ouais, c'est un peu galère en ce moment. Puis en plus, avec les impayés. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoutez, moi, mon meilleur conseil en ce moment, c'est de devenir marchand de biens. Oui, non, mais vous pouvez le faire. Hein. Franchement, vous devenez marchand de biens et vous verrez, c'est un métier, mais vous allez gagner du pognon. Ouais. Pas de problème. Allez, au revoir. SOS Immobilier, bonjour. Ah, eh oui. J'en ai entendu parler, ouais. Ouais, je sais, le LMNP, c'est... Non, mais oui, bah, d'accord, mais c'est pas moi qui suis au gouvernement, hein. Non, mais je suis pour rien. Alors, moi, je vais vous donner le conseil, hein, mais je le donne à personne, celui-là. Marchand de biens. Ah, vous avez bien compris, vous devenez marchand de biens. Ouais. Et comme ça, au moins, c'est plus facile. Vous allez encaisser des plus-values et ça sera plus simple. Ouais, voilà, c'est ça. Avec plaisir. Au revoir. SOS Immobilier, bonjour. Oui. Ouais, je vais bien et toi? Ah ouais. Ah ouais, non, ok. Vas-y, dis-moi. Ah non, je savais pas. Ouais. Ouais, ça me paraît logique que dans les commerces, t'as des galères en fait, finalement, en t'entendant le dire. T'as beaucoup de faillites, hein. Ouais, tu veux un truc? Ouais, je te le donne. Écoute, t'en parles à personne, mais deviens marchand de biens. Ouais, ça cartonne, c'est facile et franchement, tu vas prendre du fric, quoi. Ouais, tu vas y arriver, t'inquiète, je suis pas inquiet. Tu sais faire. Allez, à bientôt. Salut. Et Nico, pourquoi tu leur dis à tous d'être marchands de biens? Je leur dis à tous d'être marchands de biens parce que c'est plus facile que tout le reste. Et puis, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Non, mais c'est une arnaque ce que tu fais, c'est pas aussi facile que ça d'être marchand de biens. Non, moi, j'ai pas du tout l'impression de les arnaquer en disant ça. Hein. Je dis juste, en fait, que en étant marchand de biens, eh bien, ça sera plus simple que de louer, d'avoir des impayés, plus simple que d'avoir des modifications de loi à cause de l'État, plus simple que d'avoir des commerces qui font faillite. Ouais, le marchand de biens, c'est la réponse. N'importe quoi, c'est pas aussi facile que ce que tu dis, c'est une arnaque ce que tu fais. Tu dis ça, mais t'en sais rien en fait. Personne sait si c'est facile ou pas d'être marchand de biens. Donc tu sais ce que je te propose? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir dans cette vidéo si c'est facile ou si c'est si difficile que ça d'être marchand de biens. Et pour ça, ce qu'on va faire, très simplement, je vais aller sur Google et je vais taper aux surprises marchand de biens. Alors je ne vais pas me prendre la tête, regarde, je vais directement ici, je vais sur Wikipédia. Et là, en dehors de la demande de dons exceptionnels, on a décrit « Le marchand de biens est un revendeur de biens immobiliers, immeubles, appartements, maisons, parkings ou locaux commerciaux. Généralement, il rénove ou embellit le bien pour augmenter sa valeur et trouver des acquéreurs prêts à le racheter à un prix plus élevé. » Donc c'est l'acte d'acheter pas cher et de revendre plus cher avec ou sans travaux. Son activité fait appel à des techniques extrêmes et diverses. Il lui incombe en effet de connaître et appliquer des règles juridiques et fiscales aussi variées que celles relatives à la vente d'immeubles, la construction, la copropriété ou encore l'urbanisme. C'est une discipline c'est une activité pluridisciplinaire. Je voulais faire genre, mais tu as vu, j'ai un peu raté. Bon, c'est pas grave. Ce qui va m'intéresser, c'est, regarde, ici, cette partie. En France, le statut de marchand de biens est prévu à l'article 1115 du Code général des impôts et surtout cette zone, regarde ce qu'il y a décrit. En 2017, il y avait environ 22 000 sociétés de marchands de biens immatriculées en France, dont la grande majorité réalisant que très peu d'opérations par an. Ce dont il s'agit de l'activité principale crée idéalement une société de marchands de biens de type SARL ou SAS afin de protéger leur patrimoine privé des risques que fait peser l'activité de marchand de biens. La vidéo vient à peine de commencer, on te parle déjà de risque. Mais bref, on va fermer cette parenthèse du risque, on y reviendra à la fin. Pour simplement souligner un élément qui m'intéresse, 22 000 sociétés. Est-ce que tu as une idée du pourcentage que ça représente sur 67 millions d'habitants en France? Ça fait 0,03% de sociétés. Donc, je ne dis pas qu'il y a 22 000 marchands de biens, je dis simplement que 22 000 marchands de biens, même s'il y a 2 personnes par société, même s'il y a 3 personnes par société, ça fait même pas 1%. Donc, tu vois bien que ce n'est pas quelque chose de très répandu déjà.
Ce qui m'amène à deux questions très importantes. La première, le fait qu'il y ait si peu de personnes qui font ce métier. C'est une opportunité ou c'est un signe que c'est une activité à risque? Deuxième question subsidiaire, néanmoins tout autant importante. Comment ça se fait que sur ces 22 000 sociétés, la grande majorité ont une activité anecdotique? Ou, devrais-je le dire inversement, comment se fait-il que seule une minorité arrive à faire de ce travail un vrai travail? Ils arrivent à en vivre. Parce que finalement, on n'a pas de chiffres, mais ils sont très peu à en vivre. Pourquoi? On va tâcher d'y répondre dans cette vidéo. Et je vais le faire de façon très simple. Je vais d'abord opposer des points négatifs à des points positifs, puis après, je viendrai tout simplement y ajouter deux éléments pour que tu aies une vue d'ensemble de la situation et en fait finalement que tu te fasses toi-même une idée de ce métier et que tu puisses toi-même définir si déjà c'est aussi facile que ce que tout le monde veut bien te le faire croire et surtout que tu sois capable de comprendre pourquoi finalement il y a si peu de personnes qui ont une activité régulière avec ce métier et aussi comment les autres arrivent à en vivre régulièrement. Parce que je veux qu'on soit clair quand même. Mon but ici, c'est pas de te décourager. On peut vivre du métier de marchand de biens. Mais mon but, c'est un petit peu de révéler la vérité par rapport à ce que tout le monde essaye de te faire croire. Et au vu de tout ce que je vais te montrer, que tu puisses toi-même définir si c'est une opportunité ou pas. On va commencer par le premier point qui est sans surprise. On est d'accord que je commence par les points négatifs. Les procès. Donc, marchand de biens, c'est avant tout gérer des procès. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, bien que je pourrais le faire. Mais je vais surtout t'expliquer pourquoi le marchand de biens, ça sera toujours des procès. Et regarde bien, c'est assez simple. Il y a une asymétrie entre d'un côté le vendeur et de l'autre l'acheteur. Et si tu comprends cette asymétrie, tu vas complètement comprendre la raison pour laquelle, quand tu te lances dans ces activités-là, tu as beaucoup de chances d'avoir des procès. Le vendeur est donc un marchand de biens et il est en train de faire un coup parmi tant d'autres. Et pour lui, c'est surtout un gain. Le gain, on doit le mettre entre guillemets et même je ne vais pas le souligner parce que je ne veux pas y donner de l'importance, mais il faut le prendre avec des pincettes parce qu'en fonction du moment où l'acquéreur se positionne, ce gain peut être matérialisé par la plus-value ou simplement le rouage d'une opération qui finira par être ce fameux gain. Je vais te le réexpliquer autrement. Si tu achètes le premier appartement que vend le marchand de biens d'un immeuble, eh bien en fait, tu ne fais pas en soi gagner de l'argent au marchand de biens. Le marchand de biens gagnera l'argent sur ses derniers appartements. Mais cette vente-là va contribuer bien évidemment à la réalisation globale de l'opération. Donc le gain existe, mais en fonction de là où tu te situes, il n'est pas forcément matérialisé pour le marchand de biens. Pour l'acheteur, lui, c'est totalement différent. Ça n'est pas un professionnel, la plupart du temps, c'est un particulier, bien que ça peut être un professionnel, mais la question n'est pas vraiment là. Écoute bien, pour le particulier, ça n'est pas un coût. C'est souvent 20 ans. C'est souvent 25 ans. C'est même l'argent d'une vie. Et ça, c'est extrêmement important de l'entendre. Quand le marchand de biens fait son coup et vend, pour lui, c'est une opération parmi tant d'autres dans l'année. Pour l'acquéreur qui achète sa résidence principale, il est attaché au bien pendant 20-25 ans et c'est même l'opération de sa vie dans laquelle il y a l'argent de toute sa vie. Et bien évidemment, comme si ça ne suffisait pas, ça rentre dans la ligne des dépenses. C'est un coût que va devoir supporter l'acquéreur. Et cette asymétrie, qui est très violente, il faut quand même l'entendre, il faut quand même que tu entendes que là où lui encaisse, lui, il encaisse. Dans tous les cas, à quelque endroit que tu te trouves de l'opération, pour lui, c'est un encaissement. Pour lui, ici, c'est une dette. Il faut bien que tu y penses. C'est une asymétrie extrêmement violente. Ça ne peut provoquer que des procès.
Je suis désolé de le dire. Et je vais te le matérialiser par une phrase que l'on m'a dite un jour quand j'étais marchand de biens moi-même. On m'a dit « Vous gagnez de l'argent sur mon dos ». Parce que de cette perspective-là, cette personne-là gagne de l'argent sur son dos puisqu'elle a besoin du bénéfice réalisé de cette vente pour réaliser son opération. La boucle est bouclée. Je vais t'ajouter aussi maintenant 2 petits retours d'expérience que j'ai vécu en tant que marchand qui sont très rigolos et qui vont dans le sens de ce point-là. Autre retour, donc qui sera le deuxième. Donc on m'a dit, le premier c'était « Vous gagnez de l'argent sur mon dos ». Le deuxième, un jour j'ai découpé un gros bâtiment et il se trouve que dans tous les lots que j'ai vendus, il y en a un qui savait le prix que j'avais payé l'ensemble parce qu'il avait refusé à l'époque d'acheter à ce prix-là au vendeur. Et du coup, il était locataire occupant et il était en bisbise avec moi parce qu'il était énervé du prix que j'avais payé et du prix que je revendais chaque lot. Il connaissait toute l'opération, c'était le dernier locataire en place, il était au courant de tout. Et il voulait absolument me faire baisser mon prix. J'ai refusé jusqu'au dernier moment. Le moment où j'ai voulu commercialiser le bien que j'allais vendre, il me l'a acheté et il n'est pas venu ni au compromis ni à l'acte. Il a envoyé sa femme de la colère contre moi parce qu'il était dans cette asymétrie. Il ne m'a pas attaqué en justice, je n'ai pas eu de problème, mais c'est pour te montrer, tu vois, ce que les gens peuvent ressentir. Et une dernière petite histoire que j'ai aussi en tête qui m'avait marqué, parce que c'était une vente que j'ai réalisée vers la fin, et vers la fin, on commençait à mettre les prix dans les actes, ce qu'on ne mettait pas au départ. Et il y avait quelqu'un qui avait vu le prix que j'avais acheté l'ensemble et le prix que j'avais revendu une partie. Et pour tout te dire, je revendais le prix d'une partie à chaque fois le prix de l'ensemble. Et il m'a quand même fait une remarque du style bah dis donc, vous ne l'avez pas payé cher au départ. Hein. L'air de dire ça va pour vous, ça se passe bien quoi. Voilà. Sauf que, je veux quand même le préciser, il est bien évident qu'ici, on est d'accord qu'on est en société. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et les gens ont vite fait de faire des faux comptes, je veux quand même le préciser, l'argent qu'une personne encaisse en société, c'est jamais l'argent qui lui reste. Sachez-le, on est très loin du compte. Deuxième point négatif pour le marchand de biens que je veux absolument que tu aies en tête, c'est le temps. Et ça, mais alors ça, énormément de gens ne s'en rendent pas compte et on oublie trop souvent de te le dire. Et on va en reparler dans la dernière partie au tableau. Tout à l'heure, je vais revenir sur ce sujet. Là, ici, je vais simplement te parler du temps dans le sens stock du terme. On va parler des stocks. OK. Et on va parler des fluctuations. C'est ce dont on va reparler après tout à l'heure de marché. Je ne vais pas l'écrire en entier. OK. Et je m'explique. Donc, premièrement, pourquoi le temps est ton ennemi? Parce qu'en fait, tu vas stocker ni plus ni moins que de l'immobilier. Alors déjà que dans une société normale, quand il y a du stock, par exemple, imaginons que je stocke des livres. Ton stock, c'est un coût. Les gens ont tendance à ne pas le matérialiser, ça, mais en fait, tu immobilises de l'argent dans un stock en attente d'un bénéfice prochain. Donc, on revient dans l'avancement de ton opération. Et donc, plus le temps passe, plus ton stock te coûte cher. Parce que si tu ne l'as pas amorti, pour ainsi dire, c'est-à-dire que si tu n'as pas bouclé ton opération pour prendre tes bénéfices, ton bénéfice, il est en attente, tes charges, elles continuent de courir et ton argent, il est bloqué dans ton stock. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne mesures pas parce que du stock à l'échelle de l'immobilier, c'est très rapidement des centaines de milliers d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as intérêt à être sûr de toi dans la manière dont va se boucler ton opération parce que si tu fais la moindre erreur sur les délais de vente, etc., ça peut coûter très vite, très cher. Tu as compris ce que je voulais dire. Deuxième point, c'est que l'immobilier, je vais reparler de ce point tout à l'heure, ne t'inquiète pas, mais je vais commencer à en parler ici. L'immobilier, ça fluctue, ça peut monter, mais ça peut aussi descendre et ça peut changer pendant une opération et parfois de façon très rapide, dans les deux sens d'ailleurs. Et selon où tu te trouves par rapport à la situation économique, eh bien, je peux te dire quelque chose, ça peut faire très mal. Quand tu es sur un marché baissier, tu as intérêt d'anticiper la baisse. Ça veut dire que tu dois acheter moins cher que moins cher parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, le prix baisse et tu as intérêt qu'entre le moment où tu as acheté et le moment où tu as vendu, tu n'aies pas dépassé le point d'acquisition. Sinon, tu as perdu de l'argent. Et à l'inverse, quand tu es dans un marché haussier, le problème c'est que même un idiot est capable d'acheter et tu te retrouves avec plein de concurrents qui font tout et n'importe quoi. Donc, c'est intéressant de voir que les fluctuations de marché, dans les deux cas, elles rendent le temps comme étant ton ennemi, là où paradoxalement, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, en immobilier, c'est censé être ton ami. On va en reparler, ne t'inquiète pas.
Ce qui nous amène au troisième et dernier point. Et celui-là, je te le donne en mille. L'irrégularité de tes revenus. Alors je vais écrire. Alors regarde. Je vais le faire comme ça. Moi j'aime bien les schémas. On va dire que ça et ça, c'est ton année. On va dire que ça, c'est ton début d'année. Ça, c'est ton milieu d'année. Et ça, c'est ta fin d'année. Ces pics que tu vois, c'est le côté irrégulier des revenus du marchand de biens. Parce qu'en réalité, le marchand de biens va vendre des biens et c'est au moment de la vente, donc chacun de ces pics représentant un ou des ventes, peu importe, qu'il va encaisser son argent. Question que j'ai à te poser. Tu sais ce que je vais te demander? Oui, je sais que tu sais. De toute façon, si tu es là, c'est que tu es un garçon ou une fille intelligente. Tu fais comment pour vivre? Tu fais comment pour vivre entre ces périodes? Attends, avant que tu répondes, j'ai quelque chose à ajouter. Qu'est-ce que je viens de faire? Tu vas le comprendre. Ça, c'est mon livre, Devenir riche sans argent. Et le titre, c'est ça. Il faut que tu le lises quand même, c'est parce que je t'explique que ceci explique cela, mais tu vas comprendre. En fait, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre avec le marchand de biens, et c'est un aspect négatif spécifiquement quand tu n'as pas d'argent, parce qu'encore une fois, je le rappelle, et c'est l'histoire de ce livre, moi j'ai commencé, je n'avais pas d'argent, donc je sais de quoi je parle. En réalité, chacun de ces pics va effectivement dégager une marge. Mais cette marge, fonction de ta situation financière, bien sûr, mais elle n'est pas pour toi. Tu en as besoin en apport pour la prochaine opération. C'est-à-dire que, et bien malheureusement, c'est comme ça, il va peut-être falloir poser de l'apport. Alors ça va dépendre encore une fois de là où tu te trouves dans l'immobilier et dans le marchand de biens, parce qu'effectivement, en fonction des années, de l'expérience, de tes flux, il arrive un moment où, bien sûr, que ce que je dis ne sera plus vrai. Mais il va y avoir une période où tu vas te dire « Ah ouais, mais en fait, il avait raison. » Et oui, j'ai raison. Parce que tu vas avoir là, c'est pas pour toi, là, c'est pas pour toi. Parce qu'en fait, pendant cette année, oui, tu as tes ventes et tu as ton stock que tu es en train d'écouler, mais il va falloir que l'année d'après, tu continues à vendre. Et pour pouvoir continuer à vendre pendant cette année-là, en ayant ça, il va falloir faire quoi? Eh bien, il va falloir acheter. Et pour acheter, il va te falloir quoi? Tu vois, le côté un petit peu vicieux du truc, c'est qu'en fait, non seulement c'est irrégulier, mais en plus, tu ne sais pas vraiment sur quoi tu vas tomber à l'achat et tu vas devoir gérer de telle manière qu'il va falloir, entre guillemets, manager entre l'argent dégagé pour moi, l'argent dégagé pour relancer le process pour pouvoir continuer. Ce qui fait écho à ce qu'on a vu en début de vidéo. Et oui, il n'y a pas énormément de sociétés de marchand de biens en France. 0,03%, c'est ridicule. 22 000 sociétés, c'est ridicule parce que c'est déjà, de par sa nature même, irrégulier. Je le répète, dans cette masse de personnes que je ne peux pas cibler, on est d'accord, et il y a des gens qui font ça en permanence, on est bien d'accord. J'essaye pas de casser le métier de marchand de biens, j'essaie de te donner une vue d'ensemble pour que tu sois bien capable d'apprécier à sa juste mesure les avantages et les inconvénients du métier de marchand de biens. Maintenant, on passe à 3 points positifs que je veux mettre sur la table. Parce que là, je viens de te parler de 3 points négatifs. On va voir 3 points positifs. Le marchand de biens, ça n'est que des problèmes à régler. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est parfois même qu'un seul et même type de problème. Donc, je vais faire un truc comme ça. Ça représente des rouages. Excuse-moi, je n'ai pas envie de faire un dessin très compliqué. Ça, par exemple, on va prendre vraiment, je vais t'illustrer un cas bien particulier qui est très connu de tous les marchands de biens et qui est réel. Le cas des énormes surfaces
dont personne n'arrive à trouver, enfin, avec lequel aucun professionnel n'arrive à trouver de solution. Je m'explique et tu vas comprendre. On va imaginer un bâtiment de 1500 mètres carrés qui actuellement est soit une ancienne usine, soit un bâtiment en friche sur lequel aucun particulier n'arrive à se positionner. Il n'intéresse pas non plus par exemple des foncières, enfin j'en sais rien, tout un tas de professionnels à qui ce type de bâtiment pourrait s'intéresser. Et toi, marchand de biens, eh bien, tu vas prendre ce bâtiment et tu vas faire ce qu'on appelle une découpe. Tu vas le réagencer et tu vas le mettre sur le marché pour de la résidence principale. Juste pour information, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est exactement le concept que tu retrouves dans mon livre en page. Je vais te donner même la page parce que je suis un mec sympa. C'est la pyramide que j'ai appelée la pyramide de Popovich, très humblement parce que je suis un garçon très humble. Voilà, c'est en page ici, c'est la page 367, 368. Ici, tu as un schéma et qui n'est ni plus ni moins que l'explication de ce que je suis en train de te donner là, c'est-à-dire que tu as une pyramide de marché. Dans cette pyramide de marché, il y a différents types de biens. Ici, tu as les investissements, les commerces et là, les maisons. Et tu vas prendre un produit, par exemple, de l'investissement que tu vas amener dans la résidence principale ou du commerce que tu vas vendre à de la résidence principale parce que tu vas acheter finalement à un tarif défiant toute concurrence, le découper et générer de la marge parce qu'en fait, tu règles un problème. Et là où c'est extrêmement positif, c'est qu'une fois que tu as compris ce mécanisme sur ce type de produit, par exemple, c'est quasiment reproductible. C'est-à-dire que quand tu sais le faire une fois, tu sais le faire 1000 fois et tu sais le faire partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une base de problème. Une fois que tu l'as acquise, moi je la connais très bien cette base de problème, bah, tu peux la reproduire en fait. C'est assez simple à comprendre et à reproduire. Il n'y a pas de grandes complications. Encore une fois, quand tu as réglé ce type de problème. Voilà. Donc tu vas avoir des problèmes de réseau, des problèmes de distribution, des problèmes d'agencement, des problèmes de travaux. C'est une activité pluridisciplinaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple. Je dis juste que quand tu es capable de régler ça, tu le reproduis et ça roule. Donc ça, c'est pour moi en tout cas extrêmement positif. Bon, le deuxième aspect extrêmement positif, on ne va pas se mentir, c'est l'argent. Eh oui, on va quand même dire la vérité. L'avantage du marchand de biens, quand ton opération elle est bien menée, bien bouclée, on est rapidement sur du 5 chiffres et tu peux aller assez facilement, si tu as compris encore une fois les problèmes, sur du 6 chiffres, voire 7 chiffres. Enfin, ça va très vite en fait. C'est-à-dire qu'on est sur une progression rapide parce qu'en fait, finalement, quand tu as compris le mécanisme et que tu as compris comment fonctionnait l'argent dans ce système, eh bien, la progression est assez rapide. Attention, je veux quand même le préciser, bien évidemment que tu peux lancer des opérations de marchand de biens sans argent. La preuve, c'est quand même assez dur. Moi, je recommande d'avoir quand même de l'argent. En tout cas, si tu as de l'argent, ça sera plus facile. Okay ? Et il y a un dernier point extrêmement positif qui est lié avec celui-là, c'est qu'au bout de 3-4 ans, d'accord ? Au bout de 3-4 ans, tu vas devenir ce que moi j'appelle bankable. Ça veut dire qu'au niveau de la banque, tu vas rentrer de toute façon assez rapidement dans le pôle immobilier qui va ouvrir ses portes et qui va venir travailler avec toi puisque tu ne vas plus être un particulier lambda mais un professionnel. Et à partir de là, tu vas devenir bankable. Tu vas te rendre compte qu'en fait, au sein de la banque, il existe une division qui comprend, enfin une division, c'est peut-être pas le terme, on n'est pas dans un commando d'élite non plus, mais il y a en tout cas on va dire des personnes qui comprennent bien en fait les métiers de l'immobilier et tu vas te rendre compte que tu parles à des gens qui savent exactement ce que tu fais et c'est pas du tout les mêmes personnes. Et du coup, tu deviens bankable à d'autres niveaux. Ça va avoir un effet positif général sur ta vie financière générale. Et ça, c'est extrêmement agréable. On va pas se mentir. Tu rencontres des banquiers avec qui tu discutes plus techniquement qu'avec, malheureusement, et je n'insulte pas ces personnes, attention, vous faites un travail important et difficile, mais le conseiller lambda va plus suivre les directives bancaires, là où les pôles immobiliers vont être parfois capables de prendre des décisions qui peuvent des fois être surprenantes et même vont te donner de la technicité et des réflexions que tu n'aurais pas sans eux ou que tu ne pourrais pas élaborer sans eux. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, vraiment. Même je pense que c'est un des arguments, en tout cas, moi je trouve, qui fait que ce métier a un gros intérêt. Maintenant, on va revenir sur un élément important que je t'ai dit que je reverrai sur cette deuxième partie. Je vais tirer un trait et je vais faire deux schémas que je vais opposer et qui pour moi vont vraiment parfaitement illustrer à eux seuls
ce qu'est le métier de marchand de biens. Écoute bien, c'est important. On va dire que ça, c'est le schéma de l'immobilier sur les 50 dernières années. Et on va dire que ça, c'est le schéma de l'immobilier journalièrement. Ça n'existe pas, mais c'est volontaire que je suis en train de faire ça, dans le sens où je le fais volontairement parce que je veux accentuer le trait pour te faire passer un message. Donc, ne m'en veux pas. Ce schéma-là ne peut pas exister, j'en ai complètement conscience, mais je le fais dans un but pédagogique. Si tu regardes l'immobilier sur une très longue période de temps, l'immobilier aura tendance à faire ça, tu vois. Ça va faire ça avec des légères fluctuations. Et en fait, si tu vois, je fais une toute petite vague. Et en fait, si on regarde réellement, eh bien, en fait, la pente de cette vague, elle est en fait, j'aurais voulu que ce soit d'une autre couleur. On peut dire que sur 50 ans, en fait, l'immobilier a une tendance assez stable et linéaire à prendre de la valeur, voilà, très régulièrement et de façon, voilà, en bon père de famille, tu vois. Si tu vas sur du journalier, on va faire un truc plutôt comme ça. Alors, je t'ai dit que c'était pas réel, hein, tu veux pas que tu m'en veuilles, ok? L'idée, c'est ça. Maintenant, je vais te donner une stat qui est très connue dans l'immobilier. En moyenne, les gens, d'accord? En moyenne, les gens, ils gardent leur bien immobilier 7 ans. C'est une moyenne, ok? C'est pas dire que tout le monde vend son bien au bout de 7 ans. Généralement, au bout de 7 ans, le particulier change de maison, vend son bien, enfin il tourne. Okay? Toi, marchand de biens, tu vas essayer, comme un trader, journalièrement de gagner de l'argent. Je vais écrire trader volontairement égale marchand de biens. Et ton travail, ça sera d'acheter ici et de vendre là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas chercher à dénaturer la nature profonde de l'immobilier, où là on est sur de l'investissement long terme, et sur l'investissement long terme, on est sûr de gagner de l'argent. Je vais te le dire autrement, parce que j'ai fait ça volontairement. En fait, tu veux gagner de l'argent facilement en immobilier, bah, il te suffit de garder un bien plus de 7 ans. Sauf que du coup, si tu veux être marchand de biens, ton objectif, ça sera de le garder pas plus d'un mois. Voilà. Donc en gros, tu vas venir essayer de pervertir la nature même d'un actif. Je ne suis pas en train de te dire que c'est impossible, mais je trouve, et je trouvais en ayant préparé cette vidéo, que cette image-là, c'était la meilleure pour bien te faire comprendre ce qu'était le métier de marchand de biens. Et si tu comprends ça, bah, tu as tout compris en fait. Je vais juste maintenant rebondir sur un dernier point parce que essaye de comprendre quelque chose. Moi, j'ai opposé ces deux schémas, mais la vérité, c'est que l'idéal, c'est de les additionner. Est-ce que tu as compris? Ouais, moi je crois que tu as compris. Je crois que tu as compris que le meilleur combo pour être marchand de biens, quand j'ai commencé Internet, il y avait une phrase que je répétais tout le temps et je devrais la répéter tout le temps. L'immobilier n'est pas une fin, c'est un moyen. Ça, le locatif, c'est ton moyen de faire ton commercial. Et maintenant, là, ce que je pourrais faire, c'est je pourrais, avec ce que je viens de t'écrire, connecter tout ce que je viens de te dire. Parce que si tu réfléchis bien et que tu re-regardes cette vidéo, tu vas comprendre en fait que cette équation bouche les trous des aspects positifs et négatifs. Mais comme j'ai envie que tu travailles un petit peu parce que je ne vais pas te mâcher tout le travail, ben je te laisse y réfléchir et je te laisse regarder la vidéo parce que tu as compris? Le problème, c'est l'appât du gain. Comme je l'ai très bien sous-entendu dans cette vidéo, marchand de biens, c'est finalement être trader. Et qu'est-ce qu'il faut pour être trader? De l'argent. Et quelle est la particularité du trading? C'est qu'il faut être prêt à perdre de l'argent. Ou alors, tu as un plan pour absorber tes pertes. L'immobilier locatif. Garde ça dans un coin de ta tête. Mais pour revenir au sujet, comme je le répète très souvent, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent à perdre. Et c'est le fond du problème. Marchand de biens, ça peut te permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça attire beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Mais ça peut te faire perdre aussi énormément d'argent. Et comme je le rappelle souvent, en fait, quand tu es marchand de biens, il n'y a que quand tu as bouclé ton activité que tu peux dire si tu as gagné ou perdu de l'argent.
Ça veut dire quoi, boucler ton activité? Ça veut dire quand tu arrêtes. Quand tu arrêtes, tu fermes ton activité de marchand de biens. Pourquoi je dis ça? C'est très facile. Tu peux très bien avoir été marchand de biens pendant 5 ans, avoir gagné beaucoup d'argent pendant 4 ans, mais la dernière année, tu as perdu de l'argent à la hauteur de toutes les années où tu en as gagné. Du coup, tu as gagné de l'argent ou pas? Tu as juste gagné de l'expérience. C'est pas grave, ça peut suffire. Mais la réalité, et je te le dis comme je le pense, si je devais te donner en face de toi le conseil, si tu étais juste là, je te dirais, commence par du locatif. Fais 1 ou 2, voire 3 opérations, comme si tu étais marchand, mais tu gardes les opérations. Et là, quand elles sont réussies, bascule sur du marchand de biens. Comme ça, si tu réussis cette opération de marchand et que tu gagnes de l'argent, ben, tu peux mettre l'argent dans ton locatif et ça t'évitera de le dépenser. Ou alors, si tu te plantes, tu sais exactement comment faire pour la garder, l'opération. Tu as vu ce que j'ai voulu dire? Ouais, je sais que tu as compris. Maintenant, on va finir cette vidéo avec une phrase d'un très célèbre philosophe dont tu mettras le nom dans les commentaires et qui ne le disait pas exactement comme je vais te le dire, mais moi je l'ai un peu arrangé pour cette vidéo-là. Il disait ceci: la vie, c'est comme un repas au restaurant. Il faut savoir aller s'asseoir à table et manger. Mais le plus difficile, c'est de savoir quitter la table alors qu'on a encore faim et qu'il reste encore à manger. Si tu as compris l'image, eh bien, tu as tout compris. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com, il y a mes livres, mes formations, mes programmes, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre qui apparaît, tu tapes crise financière, il y a mon autre livre qui apparaît. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!